fois de plus ce soir, que ce soit l'Allemagne qui est engagée dans la formation au sein de la force Takuba ou encore le Royaume-Uni, la France, l'Estonie, la Belgique, l'Italie, bref, toutes les nations européennes engagées au Mali dans un communiqué conjoint appuyé par le Canada dénoncent le déploiement des paramilitaires russes dans le pays. On sait que ces paramilitaires, conformément aux accords de défense avec Bamako, sont là pour appuyer l'offensive qui est annoncée de l'armée malienne dans le nord du pays pour récupérer les territoires occupés jusqu'ici par les groupes terroristes qui pullulent, voilà, pullulent à travers cet espace aujourd'hui. Et nous allons tenter de comprendre ce communiqué d'abord et puis la portée même de ce communiqué, quelles pourraient être les conséquences. Ce n'est pas le premier communiqué qui a déjà été rendu public depuis que l'on spécule sur l'arrivée des paramilitaires russes dans le pays. Le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, qui jusqu'ici est resté ferme, voilà. Les Russes vont intervenir, interviennent déjà, sont présents. Aujourd'hui, on a la confirmation voilà, de la France et de l'Union européenne. Et un communiqué vient condamner. On se demande quelle pourrait être la portée. Nos invités sont déjà installés en multiplex. Nestor Podassé, vous êtes déjà là. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Guy Fondov. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir au PDG d'Afrique Média et bonsoir à toutes les Afriques. Merci à vous d'être là. Enzi Benzin, vous êtes également là. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Salutations à la communauté, au peuple africain et au peuple du monde qui nous regardent sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Merci à vous, messieurs, d'être installés en multiplex. Les téléspectateurs de la télévision africaine vont également intervenir dans une trentaine de minutes. Mais on va d'abord analyser, discuter autour de ce sujet avec vous. Je commence par vous, Nestor Podassé. Alors, désormais, c'est un secret de polichinelle. Les paramilitaires russes sont bel et bien déployés au Mali et vont très bientôt, on pourrait s'attendre à ce qu'on puisse avoir des contre-offensives très bientôt contre les groupes séparatistes. Première réaction contre les groupes terroristes dans le monde. D'abord, je salue le courage de Assimi Goïta ainsi que tous ses collaborateurs. Je salue cette bonne nouvelle qui s'annonce parce que le Mali, ça fait 10 ans le Mali est en proie avec les attaques terroristes. Et cette instabilité du Mali a affecté le Burkina Faso, donc là où je suis actuellement. Et Burkina Faso, ça fait 6 ans que nous sommes là-dedans, bientôt 7 ans, dans quelques jours seulement. Ça sera 7 ans. Donc moi, mes premières impressions, d'abord, c'est la joie. Et c'est d'abord encourager les premières autorités du Mali qui ont pris cette bonne initiative et qui ont décidé de finir avec cette attaque terroriste qui n'en finit pas, qui ne fait que décimer le peuple noir chaque jour que Dieu fait. Même chez nous au Burkina aujourd'hui, même nous avons perdu un de nos vaillants BDP avec 3 de ses compagnons. Donc, qui était vraiment, je peux dire qu'actuellement on est sous le choc, on est en deuil et la nation est concernée par rapport à ces choses-là. Donc, nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder les ennemis armés par l'Union européenne et autres, ainsi que l'OTAN, venir nous tuer gratuitement. S'il y a un ami, un allié qui peut nous aider à en finir avec ça, moi je pense que c'est une très bonne chose et c'est la bienvenue. Et je salue l'initiative et le courage d'Assimi Goïta pour en finir avec ces terroristes. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette initiative. Et je sais que dans les jours à venir, ça va bien se passer. Et comme les Russes eux-mêmes l'ont promis, que c'est 6 mois, ils vont finir avec cette histoire. Donc je pense que mettre dans la main l'armée malienne avec les partenaires russes, finir avec cette histoire de terroristes au Nord Mali, ça va beaucoup soulager le Burkina Faso. N'ignorons pas que nous sommes attaqués parce que ces gens-là quittent les zones des 3 frontières chaque fois pour faire des incursions en territoire burkinabé. Et un peu, ils sont en train d'annexer le pays. Donc si cette nouvelle est tombée au moment où nous avons vraiment besoin parce que chaque jour les gens meurent au Mali, chaque jour les gens meurent au Niger, chaque jour les gens meurent au Burkina. On ne peut plus continuer à regarder nos populations nous faire assassiner comme ça, comme des animaux. Donc je pense que si Wagner peut intervenir pour circoncire à cette situation en partenariat avec l'armée malienne, c'est une très bonne chose.
Merci. Merci à vous. Mais Nestor, on se pose la question, est-ce que votre président, à savoir Rolf Christian Caboret, franchira lui aussi le pas et il pourrait aussi contracter avec la Russie pour qu'il y ait peut-être une ceinture finalement de feu contre les groupes terroristes, parce que rappelez qu'une offensive de Wagner, ou alors des paramilitaires russes dans le Nord Mali ne pourrait que pousser les chefs djihadistes vers votre territoire. Est-ce que vous y pensez? Bon, moi, je pense que le président Roch doit signer ses accords avec la Russie très bientôt. C'est ce que nous-mêmes on veut. Et s'il a emboîté le pas, c'est bien, parce que chaque fois que nous sortons pour faire des manifestations contre la présence des bases militaires françaises ici, qui ne font rien d'autre que des parrains des terroristes, nous leur demandons chaque fois de tisser des partenaires avec la Russie. Mais jusqu'à là, nous n'avons pas reçu de réponse officielle. Nous ne savons pas s'il va le faire ou pas. Mais nous, en tout cas, c'est notre désir, c'est notre souhait, c'est notre vœu. Donc, s'ils le fassent, c'est très bien. À défaut que l'armée malienne et l'armée burkinabé n'ont qu'à collaborer, afin que pendant qu'ils vont lancer l'offensive, que notre armée aussi occupe le long de frontière avec le Mali, pour que les terroristes qui vont vouloir se replier ici, notre armée les contre, quoi, pour qu'ils ne fassent pas des incursions sur notre territoire. Voilà. Et pourquoi pas ne pas faire ensemble avec le Niger, puisque c'est la zone des 3 frontières qui est beaucoup infestée. Donc pour moi, si on fait ça dans les zones des 3 frontières, c'est sécurisé avant de lancer l'offensive, ça peut circoncire les dégâts. Voici un peu ce que moi je peux dire par rapport à ça. Mais si le président Kaboré ne le fait pas, je ne sais pas ce qu'il attend, parce que nous avons dit clairement, nous ne voulons plus de la France au Burkina Faso. Il faut tisser des partenariats avec la Russie. Parce que la Russie a montré sa sincérité, nous l'avons vu à son intervention en Russie. Les États-Unis et l'OTAN et la France avaient mis le feu en Syrie. Et la Russie a intervenu, ça a pris fin. En Centrafrique, nous avons vu. Donc, si pour le Mali et au Venezuela aussi, on a vu, les États-Unis voulaient déstabiliser le Venezuela, on a vu l'intervention. Ça a aidé beaucoup le Venezuela. Donc, s'ils vont intervenir au Mali, c'est la bienvenue. Et pourquoi pas au Burkina Faso. Donc, je profite de votre micro encore pour lancer l'appel à nos premières autorités, à savoir le président Roch Kaboré, son nouveau premier ministre qu'on vient de nommer, ainsi que tout le gouvernement, de prendre cette affaire de Russie, partenaire avec la Russie, au sérieux, parce que la population, à 99%, c'est ce que nous voulons. Donc, le pouvoir, c'est servir le peuple et non c'est servir. Si c'est servir le peuple, et que c'est ce que nous voulons, je pense que le président Kaboré a le droit de faire ce que nous on fait. Il n'est pas là pour faire la volonté de la France, ni de l'OTAN, mais il est là pour faire la volonté du peuple burkinabé. Donc, si c'est qu'il ne peut pas faire notre volonté, qui est le peuple, bon, c'est bon qu'il dit, bon, je ne peux pas, je me mets de côté, je mets quelqu'un d'autre qui va faire votre volonté. Ibeka était là, il n'en pouvait pas. Assimi Goïta est venu, bon, il faut dire Bandao, il ne suivait pas les choses comme ça se devait. Assimi Goïta a repris les choses en main. Voilà, aujourd'hui, le Mali bientôt va en finir avec cette histoire. Donc, je pense que les chefs d'État doivent suivre ce que la population veut et non ce qu'ils ont tissé comme pacte avec l'impérialisme. Merci. Merci à vous. Je vous retrouve maintenant, Enzi Bianzin. Quand on regarde la lutte contre le terrorisme, et l'extrémisme violent dans cette bande sahélo-saharienne, un peu en contrebas, en parlant du bassin du lac Tchad, on voit que c'est une véritable ceinture de feu du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun qui a permis de neutraliser la secte Boko Haram, avec notamment l'élimination des frontières physiques, le maillage de l'ensemble de ce grand carrefour du lac Tchad par des forces conjointes avec une même unité de commandement. Alors, pensez-vous que aujourd'hui, les paramilitaires russes, au Mali seulement, cela va résoudre le problème, parce que ce communiqué de l'Union européenne, de la France, nous rassure quand même que les forces russes sont déjà présentes et que l'offensive devrait bientôt commencer. Alors, vous savez, George Orwell disait qu'il était un agent de la CIA dans son roman 1984, nous avait déjà annoncé ce que nous vivons aujourd'hui. Le grand Rudolf Steiner, depuis 1917, nous avait prophétisé le paradigme satanique que nous vivons aujourd'hui. L'arrivée de Wagner au Mali, bien évidemment, ne va pas résoudre à 100%
le problème. Ce n'est pas seulement à Wagner de résoudre le problème. Et je le dis, je le répète, on ne lutte pas contre le terrorisme que l'Occident, les services secrets occidentaux sont venus créer sur nos terres en militarisant un pays. Pour lutter contre le terrorisme, en plus de l'arrivée, le déploiement des Wagner et l'appui, disons, de la Russie, il faut aussi que le gouvernement du Mali, d'Assimi Goïta, puisse aussi miser sur une justice sociale. Il faut aussi apporter le minimum au peuple, aux populations, que ce soit du nord, du centre, et regagner la confiance de ce peuple aujourd'hui qui est coupé en deux, abandonné. Bien, vous abordez un point qui est hautement important. Je ne saurais vous laisser développer davantage parce que la suite dépendra fortement de ce que vous avez d'abord dit. Alors, quand vous parlez de l'urgence aujourd'hui d'une justice sociale, alors est-ce que quand on est occupé, quand on a un territoire qui est maillé par les terroristes, comme c'est le cas maintenant, on peut faire de l'éducation, on peut faire de la santé? Et si oui, même, où est-ce qu'on trouve les moyens pour pouvoir le faire quand on sait qu'un État comme le Mali aujourd'hui, financièrement, est dans une situation quasi exsangue? Alors, vous savez, moi je dis qu'on a toujours la volonté, on a toujours le choix. Je peux prendre l'exemple de la Mauritanie. Vous savez, la Mauritanie, le pays voisin, était bien évidemment touché aussi par le terrorisme. Et vous avez vu comment la Mauritanie a mis les moyens à lutter contre ces attaques-là. D'abord, en misant sur une justice sociale, en apportant le minimum au peuple dans le désert, et aussi en s'équipant, comment dire, dans le même temps, de matériel, d'avions de chasse datant de la Deuxième Guerre mondiale, déployer des hommes, des gendarmes sur le terrain capables de regagner la confiance de la population. Moi, je crois que c'est possible. C'est possible si on y met aussi la volonté et du matériel et des moyens. Aujourd'hui, le moyen, le Mali peut en trouver. Avec en partenariat avec la Russie, c'est aussi pour cela. Le Mali peut vendre en même temps ses richesses de son sous-sol à la Russie et financer ce programme de justice sociale envers les populations. Rien n'est impossible. On a vu le Venezuela bloqué sous blocus criminel où l'argent du Venezuela est bloqué, mais le Venezuela arrive quand même à maintenir sa justice sociale, son plan, son éducation, sa santé. Donc aujourd'hui, moi j'ai confiance au président patriote Assimi Goïta et je pense qu'avec la volonté, on peut y arriver aussi avec le soutien des populations africaines, avec une solidarité. Il ne faut pas seulement taper sur le gouvernement ou dire que pourquoi ils ne font pas ceci ou cela. Le peuple doit aussi contribuer à cette révolution qui se déroule en ce moment au Mali et en apportant aussi un effort, contribuer à l'effort de guerre, si je peux me permettre de dire cela. Il faut que le peuple malien contribue à l'effort de guerre. Les Maliens vivent à l'étranger, ici en France, travaillent énormément. Et donc je pense que ensemble, oui, il y a vraiment la possibilité de développer une justice sociale, apporter l'éducation, la santé, le minimum. Alors, vous insistez beaucoup sur ce point, mais vous avez un discours qui semble un peu européen, parce que quand on écoute aujourd'hui ce que propose l'Union européenne, notamment pour lutter contre ce terrorisme, on écoute bien sûr ces mesures-là qui, si on compare à une région comme celle du bassin du lac Tchad, sont des mesures plutôt structurelles et non conjoncturelles, et que les mesures conjoncturelles ici, c'est l'utilisation justement de la force pour pouvoir soumettre et réduire les groupes terroristes. Alors est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de mélanger les deux, c'est-à-dire l'action immédiate qui doit être la répression immédiate, telle qu'on l'a vu en Syrie et telle qu'on l'a vu également en République centrafricaine, et la structuration à long terme qui doit être celle de la conjugaison justement de l'ensemble de ces efforts dans le sens justement de garantir une justice sociale qui puisse réduire le risque d'extrémisme et de radicalisation? Non, vous savez, moi je ne tiens pas un discours des Européens, c'est les Européens plutôt qui copient sur notre façon de faire. L'humanisme ne vient pas de l'Europe, n'a pas été créé par l'Europe. Vous savez, donc quand je parle de justice sociale, je dis tout simplement que aujourd'hui, les services secrets occidentaux créent du terrorisme en allant voir des personnes paupérisées, parce que c'est un système politique, c'est un système mis en place qui paupérise des villages
des villageois, des habitants, et en échange, on leur donne des armes pour dire d'aller tuer leurs propres prochains. Alors, moi, je parle en connaissance de cause. Par exemple, quand j'ai lancé notre organisation avec la LDNA, je me suis dit, je ne vais pas seulement faire du panafricanisme en parlant de politique, mais il faut aussi apporter du social aux gens. Si je veux que les gens puissent m'écouter et se libérer, on ne peut pas aller dire à des gens, laissez tomber vos kalachnikovs, venez avec nous pour reconstruire le Mali, si on n'est pas capable, par exemple, d'apporter ne serait-ce qu'un verre d'eau par jour à ces personnes, alors que l'impérialisme leur donne 2 verres par jour. Vous comprenez? Il faut aussi donner un minimum, parce qu'ils vous diront non, pourquoi devrais-je vous suivre alors que moi, avec les Occidentaux, j'arrive à manger 2 fois par jour, mais avec vous, je ne vais pas du tout manger. Donc moi, je dis qu'on doit faire les deux, c'est-à-dire intensifier la lutte militaire avec le matériel nécessaire pour aller chercher ces groupes armés financés qui se cachent au sein des populations, et en même temps aussi miser sur la justice sociale, parce que moi je parle avec énormément de jeunes. À la confrérie des frères panafricains, nous recevons énormément de messages, nous parlons avec beaucoup de personnes. Et quand ils viennent nous parler, la première des choses qu'ils disent, c'est on est attaqué, on détruit la nourriture que nous produisons, nos champs sont détruits, on n'a pas de quoi manger. Donc vous savez, en Afrique, c'est le ventre qui donne l'heure, ce n'est pas la montre qui donne l'heure. Donc quelqu'un qui a faim n'a pas le choix, n'aura pas le choix, a plus de chances de suivre des groupes armés pour tuer ses propres semblables. Donc, on peut faire les deux. Rien n'empêche l'autre. On peut faire en pire de coups. Pendant que Wagner, la Russie et les militaires sont sur le terrain en train de traquer. Alors j'aimerais, oui, c'est très bien entendu. J'aimerais maintenant avoir la position de Nestor Podassé. Alors, Nestor, quand on écoute Béhanzin, on voit qu'il y a un double chantier ici. On sait que l'argent va intervenir et on sait aussi que l'argent liquide vient notamment de l'Union européenne à travers l'aide publique au développement dans le cas du Mali, et que les ressources naturelles, là, dans les régions qui sont occupées par les terroristes, ne sont pas encore à portée de main. Alors, est-ce que vous adhérez à cette avancée, à cette analyse qu'il fait, à savoir qu'il faut en même temps de l'argent pour nourrir les gens et aussi en même temps des actions militaires fortes? Oui, bien sûr, bien sûr, puisqu'il est dans la dynamique que le gouvernement malien a ouvert un compte et ils ont lancé une appel à la souscription publique, appel au soutien. Donc, ceux qui sont des nationaux à la diaspora, j'ai retenu ça, mais j'ai l'adresse avec moi. Et il y a une adresse que le gouvernement malien a mis en place, un compte bancaire pour une souscription volontaire à l'effort de guerre. Voilà, donc c'est aux nationaux et à la diaspora de contribuer, parce que nous, aujourd'hui, nous voulons que les Européens partent. Mais s'ils partent et que nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à nous prendre en charge, ça ne va pas. Donc, il va falloir qu'on change à cela. Et je vois que le président Assimi Goïta et son gouvernement ont pris ces mesures-là pour lancer l'appel à tous les Maliens, à tous les patriotes africains, je ne dirais pas maliens, mais à tous les patriotes africains de contribuer. Voilà, donc tout le monde peut contribuer à cela. Je pense que si vous partez sur truc du gouvernement, sur la page du gouvernement, vous verrez l'adresse là-bas où ils ont mis, où chacun peut contribuer volontairement pour soutenir le Mali. Et je pense que le Mali, ce n'est pas le Mali seulement, c'est une affaire de toute l'Afrique. Si au Mali ça marche, l'Afrique est délivrée. Je dirais que c'est la porte d'entrée. Mais si ça ne marche pas, sachez que de la même manière que Sankara a voulu faire, et on l'a tué en 87, ça a pris plus de 30 ans avant qu'on retrouve encore cette même dynamique. Ça va encore réfréner beaucoup de gens. Donc pour moi, c'est une histoire d'Afrique. Quand Sankara le dit, la patrie ou la mort. Donc il faut que les gens contribuent, c'est important. Une chose est de faire action militaire, mais une chose est de s'occuper aussi du côté social. Donc, ce que Béhanzin a dit, je suis d'accord avec ce côté. Il ne faut pas qu'on va se flatter parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, la famine a déjà commencé. Hein. Les terroristes chassent les paysans, ils chassent les agriculteurs, ils brûlent les greniers avec tous les céréales qui ça contient. Donc, maintenant, comment on fait? Les Occidentaux veulent nous affamer pour pouvoir nous continuer à nous asservir. Donc, c'est pourquoi il faut circoncire de ce côté-là très, très vite.
Et je pense que le gouvernement malien a été très clairvoyant. Ils ont pris des dispositions à ce niveau-là. Donc, vraiment, je leur tire chapeau. Merci. Merci à vous. Alors, Béhanzin, bon, là, définitivement, le débat, c'est que les paramilitaires russes sont déjà dans le pays. On ne va pas les appeler Wagner, parce que rappelez que Wagner, c'est une appellation de l'Union européenne, de l'Occident, et d'ailleurs qui n'oublie pas d'émettre des réserves quant à l'existence réelle du groupe Wagner, mais on sait qu'il y a des sociétés voilà, privées qui travaillent avec la Russie, dans le sens d'appuyer, dans le sens d'une coopération militaire avec un certain nombre d'États. Alors, les paramilitaires sont effectivement là. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on devrait être inquiet quand on sait que dans une région comme celle du bassin du lac Tchad, l'union des armées avec des forces spéciales suréquipées, camerounaises, tchadiennes, nigérianes, etc., quand on voit qu'elles ont pu circonscrire Boko Haram, pourquoi est-ce qu'on devrait être aujourd'hui inquiet quand on voit ces paramilitaires russes arriver, pour ceux qui pensent que la guerre, que la réduction de ces groupes terroristes devrait encore durer? Non, vous savez, c'est l'Europe, c'est les Occidentaux qui sont inquiets. Nous, le peuple africain, on n'est pas inquiets. Voyez-vous le visage immonde des pervers de la soi-disant communauté internationale qui sont en réalité des usuriers internationaux, créateurs des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc. Il ne faut plus être surpris de la férocité, la barbarie des locodermes, l'homme de glace, l'homme des grottes, comme je les surnomme, qui font tout pour protéger leurs intérêts depuis des siècles sur le continent africain. Aujourd'hui, l'arrivée de la Russie, des paramilitaires, prouve que la lutte contre les groupes armés financés par la France débute et que nous savons que la victoire n'est pas loin. Depuis la colonisation française jusqu'à maintenant, l'armée française occupe l'Afrique. Ça n'a pas commencé avec le terrorisme au Sahel. Si l'armée française occupe l'Afrique, pourquoi la Russie n'a pas le droit de venir en Afrique? Pourquoi s'indigne-t-il? Pourquoi l'installation des paramilitaires de la Russie ou des militaires de la Russie, si on doit dire comme ça, inquiète autant la communauté internationale, la France et ses alliés? Est-ce que parce que le Mali est une propriété privée de la France ou parce que l'Afrique est un camp de concentration à l'échelle continentale pour la France et ses alliés? La question peut se poser. Quel droit permet aujourd'hui à la France de dire aux Maliens, d'accord, aux Africains, ce qui est bien ou pas pour eux? C'est aux Maliens de décider pour eux, c'est aux Africains de régler leurs problèmes. Macron n'arrive pas à s'occuper, à diriger la France aujourd'hui qui est en déclin. La France est en perdition et Macron est là à s'occuper des problèmes d'un peuple du Mali. Macron, je suis désolé, peut-être il se prend pour le président de la nation malienne, mais il n'est pas le président de la nation malienne. Et à force que le coq veut dire aux autres comment gérer leurs problèmes, il finit par se brûler les ailes. Et je pense que pour les fêtes de Noël, nous allons servir le coq à table aux enfants africains pour qu'ils puissent manger. Donc aujourd'hui, l'arrivée de la Russie, des paramilitaires, nous soutenons, nous sommes d'accord et nous disons qu'il faut intensifier les choses. Toute personne ennemie sur le territoire malien qui veut la déstabilisation, qui veut diviser le Mali en deux, doit être neutralisée. Il ne faut pas avoir la pitié. Vous savez, dans une lutte, il ne faut pas être miséricordieux avec ses ennemis. Donc, ce que dit la France, ce que dit la communauté internationale, ce gang d'usuriers internationaux, ça n'a pas d'importance. On ne doit pas rester bloqué là-dessus. Avançons, à nous de diriger le débat public et non à chaque fois de nous adapter en fonction de ce que déclare la France, Wagner, excusez-moi, Yves Le Drian et Macron, etc. L'Afrique appartient aux Africains. Le Mali appartient aux Maliens. La France appartient aux Français. Donc, que Macron s'occupe déjà de la France, que Macron s'occupe de sa femme qui porte des couches là-bas à l'Élysée, et ensuite laisser les Africains régler leurs problèmes. Les Africains demandent le départ de la France. Que la France quitte le Mali, que la France quitte le Burkina, le Niger, que la France quitte la Côte d'Ivoire, que la France quitte les terres africaines. Et si elle s'entête, si elle refuse de quitter les terres africaines, alors la jeunesse africaine n'aura pas le choix
que de pousser la France à quitter le pays, parce que nous avons la capacité physique, nous avons la capacité intellectuelle, et s'il faut pousser le peuple à la rébellion armée pour arracher notre liberté, bah, moi je dis qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut utiliser tous les moyens possibles pour se libérer de l'impérialisme qui est la France et ses alliés. Merci à vous. Alors, Béhanzin, alors, on a l'impression, quand on analyse le rapport de force, on se demande même si la France et l'Union européenne ont effectivement les moyens de pouvoir se maintenir dans cette bande sahélo-saharienne avec une montée en puissance. Si jamais on avait une montée en puissance de la Russie, c'est-à-dire dans plusieurs pays, on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce que jusqu'à présent ce ne sont que des communiqués. Rappelez que la France a fermé une troisième base militaire l'autre jour à Tombouctou et a remis donc les clés à l'armée malienne, tel qu'on a pu le voir d'ailleurs sur les antennes de la télévision panafricaine. Alors, est-ce qu'au-delà des communiqués, l'Union européenne peut faire quelque chose aujourd'hui? Quelle autre réaction possible face à la Russie en Afrique? Nous assistons à une guerre froide. Nous assistons à une guerre froide. Et moi, je vous dis clairement que la France n'a pas les moyens aujourd'hui, militairement parlant, de rester au Sahel. Il ne faut pas oublier que les oreilles et les yeux de la France, ce n'est pas l'armée française, mais les Américains. Donc, l'arrivée de la Russie au Mali pousse les Américains à quitter sûrement la bande sahélo-sahélienne et le Mali. Donc, qui dit le départ des Américains dit que la France devient orpheline, aveugle et sourde. Parce que quand on parle de la France, la France n'est pas une puissance militaire. Mais quelle guerre la France a gagnée? Citez-moi une guerre que la France a gagnée. Au Vietnam, elle a perdu, elle a fui. En Afghanistan, elle a fui. Mais la France n'a pas la capacité aujourd'hui de gagner une guerre au Mali et au Sahel. La présence militaire française consiste seulement à sécuriser les intérêts, les ressources d'Areva, de Total, de Bolloré, de ces multinationales qui paupérisent les terres africaines au Mali. Donc, moi, quand on me parle de l'armée française, moi, cela me fait sourire. Une armée qui n'est même pas capable de neutraliser 2 terroristes dans le désert et qui nous dit qu'elle est capable de faire la guerre contre la Russie. Non, nous savons tous que la France n'a pas la capacité. La capacité matérielle, la France n'a pas cette capacité. Donc aujourd'hui, elle se cache derrière les Américains, elle se cache derrière l'OTAN, etc., pour essayer de déstabiliser la Russie, parce qu'on voit que la Russie subit aussi des attaques du côté de l'Ukraine, du Donbass, du Crimée, etc., où les États-Unis veulent déployer, l'OTAN veut déployer des militaires. C'est une agression contre la Russie, parce que physiquement et militairement parlant, ils ne peuvent pas aujourd'hui s'attaquer à la Russie, en plus qu'il y a comme allié la Chine. Quand on voit que la Chine a 2 millions de soldats, on prend rien que la Russie. Non, aujourd'hui, la France n'a plus les capacités de faire une guerre. Donc, la France aboie, elle gesticule, elle gigote beaucoup, mais elle ne fait rien de concret. Donc, la preuve que quand elle attaque la Russie, derrière, elle cherche à faire la diplomatie. On appelle ça la technique du couple. Vous savez, je démarre une dispute et derrière, je viens pour dire, viens on discute, viens on parle. C'est ça la technique qu'utilise aujourd'hui la France. Sinon, pourquoi la France serait là? Elle vient de pleurer en faisant des communiqués et se plaindre de la présence de la Russie au Mali. Si elle avait la capacité de faire face militairement, alors qu'elle l'essaye pour que le monde entier puisse voir de quoi est capable la France. Mais la France n'est pas capable de ça. Donc, elle tente de financer des partis politiques au Mali pour faire de l'ingérence directement dans la politique malienne, pour déstabiliser le gouvernement de Goïta, pour ensuite placer ses pantins, ses hommes à la tête du pays. Mais ça, nous allons le faire échouer ensemble et ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, la France est seule. Ses propres alliés, comme les États-Unis, en privé, se retournent contre elle, fait une politique, une diplomatie où elle veut rester sur le continent sans forcément se faire remarquer, contrairement à la France qui se fait remarquer, détestée aujourd'hui par les populations africaines. Donc la France est seule aujourd'hui. Tout ce qui reste à la France, c'est la diplomatie, la seule chose qu'elle a créée et qu'elle maîtrise
plus ou moins, mais cette fois-ci, ça ne fonctionne plus. Merci à vous. Merci à vous. On va bientôt donner la parole aux téléspectateurs de la télévision panafricaine, la France et l'Union européenne qui sont aujourd'hui confrontés à une situation où, où on a beaucoup plus des annonces qui sont faites contre cette évolution, cette montée en puissance de la Russie sur le continent africain. On voit la Russie en République centrafricaine où avec le président Faustin Archange Touadéra et l'armée centrafricaine, eh bien, les groupes rebelles ont été littéralement neutralisés. On voit une percée au Mali, on voit une Russie présente au Soudan, on voit également la Russie en Libye. Et l'on s'interroge aujourd'hui sur ce que pourrait faire l'Union européenne au-delà des communiqués, tels que le communiqué qu'elle vient d'ailleurs de rendre. Il y a de cela, qu'elle vient de rendre sur la présence qu'elle constate aujourd'hui des paramilitaires russes sur le territoire malien. Alors nous vous interrogeons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. En attendant les premiers intervenants, Nestor, Podas, et je vous retrouve. Et on voit très clairement aujourd'hui que depuis que ça a commencé en parlant de cette arrivée des paramilitaires russes au Mali, il n'y a eu que des communiqués de l'Union européenne, des menaces et parfois des retraits, tout ce qui ne gêne pas aujourd'hui Assimi Goïta, on peut le constater. Non, ce communiqué ne doit même pas gêner Assimi Goïta, puisque c'est la volonté du peuple africain tout entier. Je vous dis bien, cette histoire du Mali, ce n'est pas le Mali seulement. Nous-mêmes, là, on n'est plus concernés que les Maliens. Donc, allez là. Il ne faut même pas Assimi Goïta va reculer même un iota même. Actuellement, comme nous l'avons dit, nous avons les moyens de finir avec l'Occident à une fraction de seconde. La preuve est que le mois passé, nous avons bloqué un convoi militaire français armé jusqu'aux dents. Au Burkina, ils ont fait 2 semaines ici. On ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. On les a bloqués ici. Il y a eu des négociations, des tractations et des tractations jusqu'à ce qu'ils ont coupé l'Internet pendant 8 jours. Donc, c'est un signal fort donné à la France. Maintenant, partez. S'ils ne partent pas, ce que nous sommes en train de préparer prochainement, on va rien dire, ça sera plus que ce qu'ils imaginent. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé qu'un convoi armé, on pouvait les attaquer. Même là, convoi armé, on peut les attaquer à main nue et puis les détruire. Nous, on a cette capacité. C'est notre terrain. Donc, c'est pour dire que la France n'a pas d'armée, l'Union européenne n'a pas d'armée pour faire face à l'offensive de l'armée malienne et les Russes au nord. C'est pour cela qu'ils sont venus rester, manipuler certains Africains. Moi, j'ai des vidéos aussi, j'ai des preuves, où on flatte des jeunes. Il y a un réseau de recrutement pour les enrôler dans le terrorisme. On leur dit que c'est du travail qu'on va te donner. Dès que tu arrives là-bas, on te prend en otage. Tu fais le boulot ou bien on te tue. Donc, d'autres sont dans leur rang, malgré eux. Ce n'est pas qu'ils sont d'accord. Une fois que tu rentres dedans, tu ne peux plus sortir. Donc, maintenant, la France est là. Ils profitent, ils envoient les matériels, ils prennent quelques jeunes Africains, on les flatte quand on va vous donner du travail, on te donne de l'argent. Au début, ils vont te flatter. Au moment où tu vas te rendre compte que non, ce n'est pas le cas, c'est trop tard. Donc, comme ils ont su que Assimi Goïta et les militaires russes vont lancer l'offensive très bientôt, ils vont libérer le nord du Mali. Donc, si c'est Noirs qui combattent au compte de la France, puisque la France et l'Union européenne font la guerre par procuration, quand ils vont finir de combattre ces hommes-là, la France ne peut pas intervenir militairement au sol. Parce que si les soldats commencent à mourir beaucoup, le peuple français va demander à Emmanuel Macron pourquoi nos soldats meurent là-bas et c'est pourquoi. Comme ils sont venus en train de piller notre sous-sol illégalement, donc voici la honte découverte en pleine journée. Donc ils vont faire comment? Donc il faut essayer de bavarder un peu, essayer de crier à vue d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance au fait. Donc pour moi, la France n'a jamais gagné une guerre. La France n'a jamais gagné une guerre. Il faut le noter. Si vous voulez, on peut faire l'historique. Vous êtes journaliste, vous connaissez cela. Donc c'est un aveu d'impuissance. Sinon, les condamnations, l'Union européenne a condamné ceci ou cela. Ça, c'est du bavardage creux. Il n'y a rien dedans. Il ne faut même pas que le peuple africain va trembler. Nous, on a les moyens. S'ils veulent, ils n'ont qu'à essayer de voir. On a les moyens pour les nuire. Mais on ne va pas révéler ça ici.
Merci à vous. Merci. Merci à vous. Voilà, merci. Je vous prie de rester en multiplex. Nous avons un intervenant au Mali qui arrive à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Alors, on a l'impression que c'est davantage la guerre des menaces et des communiqués, beaucoup plus qu'autre chose, en parlant de l'Union européenne et de la France au Mali, sur la présence, sur l'arrivée des paramilitaires russes. Bonsoir, j'appelle du Mali. Je remercie beaucoup Afrique Média. Et je lance un appel à tous les patriotes africains d'encourager l'arrivée de l'armée russe. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, au Mali, la Barkhane, depuis qu'elle était servante, elle est payée à 1 milliard de francs CFA par mois. Et la MISMA est payée à 1 milliard de francs de dollars par mois. Et les Maliens subissent toujours rien. C'est-à-dire il y a eu tellement de soldats morts, il y a eu tellement de civils morts, de déplacés. Et si Dieu merci, ces jeunes patriotes à la tête, le colonel Assimi Goïta a eu le courage. Ce que moi j'ai à dire, c'est toujours de s'assumer. Si vous voyez la France et l'Union européenne sont en train de crier, c'est qu'ils sont en train tous de penser à vivre grâce au sous-sol malien. Tout ce qu'ils voulaient, c'est de diviser d'abord le pays, ce qu'ils appelaient Azawad là, depuis la mort de Kadhafi. En un mot, la France a échoué, l'Union européenne a échoué, et l'Afrique va gagner. Merci, Afrique Média. Nous sommes ensemble. Nous vous remercions également. Nous vous remercions également pour cette intervention standard de la télévision panafricaine. On va y rester avec d'autres intervenants. Vous arrivez à l'instant et nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Alors, que peut faire l'Union européenne au-delà de la guerre des menaces et des communiqués? Nous vous interrogeons là-dessus. Bonsoir et bienvenue. Ok. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que présentement, la guerre de... Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous écoutons, allez-y. Hein? La guerre est déjà gagnée. Mais le problème qui reste là, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que si jamais aujourd'hui on a immobilisé le Mali et que sur la voie, que ce soit maritime, les bateaux qui vont venir, les avions, comment le Mali va s'approvisionner? Est-ce que vous avez tenu compte de ce programme-là? Je vous remercie, comme c'est la première fois. Vous pouvez rester d'ailleurs et échanger encore un peu plus avec nous. Alors, de quoi êtes-vous véritablement inquiet? Parce que le Mali peut également avoir une ouverture sur la mer par l'Algérie et notamment peut avoir des autorisations même de survol pour pouvoir sortir, pour se désenclaver. Alors, quelle est votre principale préoccupation? Alors, vous n'êtes plus connecté et donc on va prendre un autre intervenant derrière vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Béanzin, je vous retrouve en multiplex. Alors là, maintenant, on constate très clairement que l'offensive est imminente et on se demande effectivement si on aura, si les autres États de la sous-région ne vont pas se retrouver encore davantage en difficulté parce qu'on connaît la capacité de ces groupes terroristes à battre en retrait et donc à se replier, notamment dans des pays où ils trouvent un terreau fertile. Oui, effectivement, c'est pour cela que à la confrérie des frères panafricains, nous disons aussi que pour mieux articuler cette lutte contre les terroristes créés par les services secrets occidentaux, il faudra aussi que les pays africains, parallèlement, à côté, soient solidaires. Parce qu'en chassant
ces groupes du Mali, parce qu'on ne pourra pas tuer tout le monde, il y aura une partie sûrement qui vont fuir pour aller dans les autres pays. D'où l'importance d'articuler une armée aussi peut-être panafricaine pour contrôler cette région où, vous savez, on fait la technique du battu. Pour ceux qui connaissent un peu la chasse, il y a ceux qui tapent sur les herbes, ceux qui tapent sur les feuilles, le sanglier court et de l'autre côté, on le tire dessus. Moi, je pense à un moment que si le Mali collabore avec la Russie et que se met à traquer ces groupes armés financés, soutenus par la France, financés par le Qatar, et que le Burkina Faso ne fait rien, ne s'associe pas avec la Russie, ne s'aligne pas aussi avec la Russie pour les bloquer, pour les traquer, une partie de ces groupes partiront du Mali et iront maintenant grossir les rangs au Burkina Faso, où on voit déjà que tous les jours, il y a des attaques là-bas, des attaques ignobles, barbares, contre les populations. Donc oui, effectivement, il y a une urgence d'articuler, de former une armée panafricaine, une solidarité militaire entre les pays de la sous-région du Sahel pour mieux contrer, intensifier et traquer ces barbares, ces criminels qui déciment les populations pour le compte des Occidentaux et quelques négriers français et quelques négriers africains aussi, il faut le dire, qu'il y a aussi des Africains qui participent et qui sont complices de cette barbarie. Il ne faut pas seulement pointer du doigt les Occidentaux, la France et ses alliés, mais aussi dénoncer ces Africains qui contribuent, qui permettent d'introduire les armes que les Occidentaux leur donnent auprès de ces groupes armés sur les terres africaines. Merci. Alors, Nestor, je vous retrouve. Tout à l'heure, on a évoqué, parce que nous sommes aujourd'hui avec la certitude que nous avons de la présence de ces paramilitaires russes au Mali, nous sommes déjà nous analysons déjà ce que pourrait être la grande offensive qui a été longtemps annoncée d'ailleurs avant. Alors, cette offensive pousserait forcément, poserait le problème du repli stratégique en parlant du repli des groupes terroristes. Il pourrait se replier au Niger, il pourrait se replier au Burkina Faso, il pourrait même se replier sur le territoire tchadien. Dans le bassin du lac Tchad, la question avait été réglée simplement par l'élimination des frontières physiques et la mise en place d'une coalition mixte avec un commandement unique de l'ensemble des États pour chasser sans frontières les terroristes. Alors, dans cette bande sahélo-saharienne, comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver quand on voit que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la présence de ces paramilitaires russes? On peut citer le cas du Niger, on peut citer aussi le Burkina, même si le Burkina ne s'est pas encore exprimé là-dessus. La Côte d'Ivoire aussi, pourquoi pas. C'est pour le Burkina qui me fait rire, au fait. Notre président joue toujours à l'équilibriste. C'est pas. Pour le Niger, lui s'est exprimé. On connaît sa position. Il n'est pas d'accord avec les groupes paramilitaires russes. Mais le président Roch Kaboré, lui, il ne peut pas dire à l'air qu'il n'est pas d'accord avec la Russie. S'il dit ça, il sait que c'est que nous, on va faire. Il connaît. Il connaît la réaction de la population. C'est pourquoi il a peur. Depuis là, il est muré dans le silence. On a bloqué le convoi de l'armée française. Il n'a rien dit. On nous a tiré dessus. Il n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Il est resté silencieux. Mais nous aussi, on l'observe. S'il dit quelque chose, une petite phrase mal placée, ce n'est pas bon pour lui. Donc, il sait. Alors, donc, pour dire que dans cette guerre, moi, je pense que c'est l'hypocrisie des Africains qui se laissent manipuler par la politique française avec des Français à la peau noire, comme le frère Béhanzin l'a dit, qui fait qu'il y a problème. Sinon, moi, je pense que c'était l'occasion même d'activer le G5 Sahel. Si l'armée des G5 Sahel est mise à contribution à 100% dans la lutte contre cette bande terroriste, c'était le moment de l'activer au moment où Mali va lancer l'offensive. Cette force-là quadrille toute la zone des 3 frontières, mais c'est fini, on va les encercler. Ils ne pourront pas se replier au Burkina ou bien au Niger. Ce n'est pas possible. Mais si ce n'est pas fait, malheureusement, ça va arriver. Mais si les armées nationales prennent position, Niger va sécuriser toute sa frontière, déployer des unités d'élite pour les contrer. Le Burkina fait la même chose. Au moment où le Mali lance l'offensive, mais ils vont les encadrer, ils vont les encercler, ils ne pourront pas s'en sortir. Donc pour moi, c'est une question de volonté politique. Voilà, c'est une question de volonté politique. Mettre les hommes à la disposition, donner les ordres clairs, avec des matériels clairs, finir avec les terroristes aujourd'hui,
Ce n'est même plus compliqué. Si le Mali lance l'offensive et le Niger se met au sérieux, le Burkina se met au sérieux, ça, ce n'est même pas un problème. Les autres pays, je peux comprendre. Mais le Burkina, c'est un petit pays. C'est 274 000 km et 74 km à sécuriser. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et il faut mettre à contribution les forces armées nationales. Il faut mettre à contribution les paramilitaires. Il faut mettre à contribution les VDP, qui sont les forces de défense et de la patrie. Ça, c'est des volontaires. Il suffit de les équiper, les donner les moyens qu'il faut au front, et puis ça suffit. Voilà, donc ce n'est pas une question d'hommes qui manque ici aujourd'hui au Burkina, mais c'est une question de volonté politique et voilà, c'est tout. Alors, volonté politique ou bien courage politique, Béhanzin, je vous retrouve. Quand on regarde, je vais toujours faire une comparaison entre le bassin du lac Tchad, parce que c'est le terrorisme avec des velléités notamment séparatistes, donc comparaison toujours entre la bande sahélo-saharienne et le bassin du lac Tchad. Alors on voit là-bas qu'on a pu neutraliser Boko Haram, qui est quand même le groupe terroriste le plus meurtrier au monde. Rien à voir d'ailleurs avec ce qui se passe en ce moment au Sahel, notamment à travers la mutualisation des moyens de lutte, à travers l'élimination des frontières et à travers l'engagement, et que là-bas on s'est appuyé sur les armées, les unités d'élite camerounaises et tchadiennes qui ont passé toutes les frontières pour mailler, pour chasser Boko Haram jusque dans les forêts de Sambisa au Nigeria. Alors, dans le cas du Sahel, on voit que ces États-là pourraient s'appuyer notamment sur les paramilitaires russes pour pouvoir lutter efficacement. Mais on sait aussi que l'Union européenne a des alliés dans la région et que ces alliés-là ne vont pas forcément accepter de combattre avec les paramilitaires russes, puisque l'Union européenne a dit qu'elle-même, elle ne combattrait jamais avec les paramilitaires russes du même côté. Alors, du coup, on se demande effectivement si on ne va pas finalement aboutir à une situation où certes le Mali pourrait être libéré, mais le terrorisme continuerait d'être cultivé aux frontières du Mali et qu'à tout moment, eh bien, cela pourrait revenir. Vous savez, si on prend l'exemple du bassin du lac Tchad, comme vous venez de dire, l'armée camerounaise et tchadienne ont passé la zone au nettoyage, mais malheureusement, le terrorisme existe toujours. On ne peut pas éradiquer à 100% ce fléau qui est le terrorisme. Mais je pense que ce qui va se passer maintenant peut aussi donner l'envie peut-être aux autres pays de dire « Ah, si le Mali a réussi à se débarrasser finalement de ce fléau, nous aussi, peut-être il faut suivre le pas du gouvernement malien. » Et c'est ça qui inquiète au fait l'État français, parce que quand on regarde la stratégie mise en place par l'État français, dans une guerre, il ne faut pas oublier que celui qui contrôle les autres contrôle aussi la guerre. Donc la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie mettre Bazoum, l'ancien terroriste, à la tête du Niger pour s'assurer que le Mali ne va pas influencer la politique au Niger. La France s'assure en prenant en otage, en envoyant des généraux auprès de Kaboré au Burkina Faso, parce qu'elle savait que le déploiement de l'armée russe au Mali était imminent, et elle s'assure aussi un peu de jouer l'équilibriste avec les autres pays voisins autour, surtout la Côte d'Ivoire, où il ne faut même pas en parler, qui est contrôlée à 100% par le clan Ouattara et sa femme. Donc aujourd'hui, c'est aussi une technique d'isoler le Mali pour mettre la pression sur le gouvernement, pour dire, vous voyez, à votre gauche, c'est un de nos hommes, Bazoum, qui contrôle, à droite, c'est Ouattara, c'est un de nos hommes, soit vous vous alignez, où nous allons encercler le pays. Mais moi, je répète et je le dis, quand on veut se battre pour être libre, il ne faut pas regarder les conséquences. On ne peut pas obtenir la liberté sans refuser de faire des sacrifices. Et je pense qu'aujourd'hui, Goïta a très bien compris cela. Et ce que fait le Mali aujourd'hui, c'est de dire au peuple africain, on ne va pas se libérer, on ne pourra pas lutter contre le terrorisme si on n'est pas capable d'accepter ce sacrifice. On ne peut pas lutter contre le terrorisme sur nos terres tout en comptant, en attendant que la France et ses alliés viennent le faire pour nous. S'il y a du terrorisme au Mali aujourd'hui, c'est la France qui est responsable de cela. On ne peut pas confier la sécurité de sa maison à la personne qui est responsable de son malheur.
le feu brûle dans ma maison, tu mets le feu dans ma maison et je vais encore te confier le fait de venir éteindre ce feu. Moi, je pense que le Mali a fait bien d'aller s'aligner derrière la Russie parce que vous savez, pour les Occidentaux, la Russie fait partie de ces pays qu'ils appellent l'axe du mal. Ils le surnomment l'axe du mal parce que la Russie, l'Iran, le Venezuela, Cuba et la Corée du Nord, etc. Ces pays qui refusent un peu ce paradigme occidental parce que quand on prend Poutine, Poutine aujourd'hui ne veut pas du tout de ce paradigme occidental. Le paradigme, cette mondialisation, c'est ça que combat Poutine. Et les Occidentaux font la guerre à Poutine parce qu'il refuse de s'aligner, il refuse de laisser son pays se faire bouffer par ces lobbies, par ces groupes, par ces usuriers internationaux qui sont là à s'accaparer du pays. Donc le problème du terrorisme, c'est un problème qu'on peut régler et tout en disant que ça ne va pas finir. Ce n'est pas un problème qu'on pourra résoudre ici demain. C'est un problème qu'on peut résoudre dans 5-10 ans. On verra le résultat. Mais je répète et je persiste. Mais justement, Béhanzin, alors c'est très important de comprendre ce point. Pourquoi parlez-vous de 10 ans quand on sait que dans le cas de Boko Haram, voilà la neutralisation, la récupération du nord du Nigeria qui était occupé par les terroristes et la réduction de la nébuleuse en elle-même a duré à peu près 1 an, 2 mois. Mais on ne peut pas comparer, ce n'est pas la même superficie. Excusez-moi, cher monsieur parce que le journaliste, vous avez un pessimisme, Sahel, vous avez un pessimisme que nous souhaitons comprendre. Est-ce que c'est du pragmatisme ou du pessimisme? Parce que en République centrafricaine, par exemple, la contre-offensive contre les groupes terroristes, les groupes rebelles qui étaient aussi terroristes, a duré à peu près 4 mois, voire 6 mois. Et oui, mais sauf que le Mali, ce n'est pas la même taille que la Centrafrique. On ne peut pas dire qu'au bout de 2 mois, moi je ne veux pas au fait faire une promesse aux Africains, aux Maliens pour leur dire l'arrivée de la Russie au Mali, au bout de 2 mois, il n'y aura plus de terrorisme. Et si dans 2 mois, il y a des attaques qui continuent, ils viendront dire « Ah, c'est la faute de Goïta, parce que Goïta nous avait promis qu'au bout de 2 mois, il n'y aura plus de terrorisme. » Alors, peut-être faire la différence. Peut-être serait-il important de faire la différence entre la récupération des espaces qui sont contrôlés physiquement par les terroristes et l'élimination des actes terroristes. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, dans le bassin du lac Tchad, on continue effectivement à avoir par exemple des attentats, c'est-à-dire de type kamikaze par exemple, mais il n'y a plus d'occupation, il n'y a plus d'endroit où se trouveraient les terroristes, un endroit où les terroristes revendiqueraient justement un contrôle. Oui, on peut récupérer des territoires occupés par ces groupes criminels financés par la France et ses alliés, le Qatar. Oui, effectivement, mais éradiquer totalement le terrorisme, non, on ne peut pas l'éradiquer au bout de 4 mois. Mais je sais, j'ai la confiance et je sais que l'armée russe a la capacité, accompagné des militaires maliens, c'est surtout eux qui payent le prix fort parce que on parle beaucoup de terrorisme au Mali, mais on a tendance à oublier au fait la perte de ces hommes, de ses fils, de ses maris, de ses cousins. Au Mali, c'est tous les jours que les militaires, les femmes meurent là-bas. Et personne n'en parle. Et moi, c'est ça qui me désole des fois, parce que dans cette guerre de lutte contre le terrorisme, on a tendance à oublier ces héros qui tombent tous les jours pour défendre la patrie qui est le Mali, pour protéger le peuple malien. Donc il y a des territoires qui sont déjà récupérés. On récupère déjà des territoires. Mais pour éradiquer totalement le fléau qui est le terrorisme, moi je pense qu'il faut minimum 5 ans pour voir des résultats et peut-être dans 10 ans éradiquer totalement, nettoyer totalement au fait les terres maliennes et le Sahel de ce fléau, parce que voilà, pour moi je reste encore prudent là-dessus. Je n'ai pas envie de dire aux Africains que dans 2 mois le terrorisme sera éradiqué. Merci à vous. On va rapidement repartir. Oui. Merci à vous. On va rapidement repartir au standard avec ces intervenants qui arrivent. Alors, il y a une question. Là, maintenant, se pose directement la question fondamentale du droit de poursuite ou alors de la fermeture de frontières pour éviter justement que des groupes terroristes pourchassés au Mali ne puissent passer les frontières des autres États pour aller encore davantage se maintenir là-bas et procéder à des contre-offensives. Alors, pensez-vous que les États de la sous-région pourraient suivre
que le Burkina, par exemple, et le Niger ont déjà les moyens de fermer leurs frontières et d'éviter tout repli, ou alors qu'ils pourraient collaborer et combattre conjointement avec les paramilitaires russes, ce que refusent d'ailleurs les troupes européennes qui sont sur place au Sahel. Question à vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonjour tous les panélistes. Voilà, si le Mali arrive à se libérer, et toute l'Afrique qui va se libérer. Parce que nous n'avons pas loin le président Contombé. Imaginez que le Mali se libère. Qu'est-ce que fera le Niger ou bien qu'est-ce que fera le Burkina? Ils seront obligés de suivre. Sinon eux-mêmes ils vont tomber. Donc nous souhaitons vraiment que le Mali réussisse. Et là, on est certain que maintenant, l'Afrique va gagner. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé. Merci. Merci à vous pour votre intervention depuis le Mali. On va poursuivre avec cet autre intervenant juste derrière. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Oui, pour répondre à votre question, monsieur Gifondop, si on prend l'exemple sur ce qui s'est passé en RS, Touadéra a reçu l'aide du Burundi et du Rwanda. Donc, il ne suffit pas d'avoir les forces russes, il faut avoir d'autres forces alliées qui vont permettre de neutraliser les terroristes et les empêcher d'aller dans les pays voisins. Et toute la force de la France dans cette opération, c'est que tous les pays voisins en général sont des pays à franc CFA. Et c'est là où j'attire toujours l'attention des panafricains sur le fait que si nous n'attaquons pas le nerf de la guerre, cette guerre est perdue d'avance. Au franc CFA dans la zone CFA, personne. Or, si nous agissons d'une manière stratégique en quittant tout simplement le franc CFA, la France va partir. Je vous dis, les États-Unis ont dépensé des milliards en Afghanistan et ils n'ont pas pu tenir. C'est pour ça qu'ils sont partis. La France peut rester autant d'années qu'elle veut dans nos pays parce que c'est elle qui a notre monnaie. Le jour, pourquoi la France n'est pas au Ghana? Pourquoi la France n'est pas au Nigeria? Pourquoi la France n'est pas dans ces pays où il n'y a pas le franc CFA? Parce qu'elle ne peut pas financer. Et ça, c'est le deuxième aspect, M. Gifondop, si vous m'accordez encore une minute, c'est de voir l'aspect stratégique de ce franc CFA. Chaque fois que le Mali va dépenser $1 seul, la France est au courant, parce que c'est la France qui tient ses devises. Le jour où le Mali va quitter le franc CFA, la France sera aveugle. Si vous achetez un hélicoptère, la France sait que vous avez acheté un hélicoptère. Si vous achetez une assiette, elle sait que vous avez acheté une assiette. Parce que c'est elle qui sort les devises. Le soldat français, quand il arrive dans nos zones, il arrive avec des sacs pleins de francs CFA. Il peut violer nos enfants, acheter ce qu'ils veulent, corrompre tous les jeunes possibles. Mais regardez celui qu'on avait arrêté en Centrafrique. On l'avait arrêté avec plein de devises, plein de francs CFA. Il peut corrompre qui il veut. Mais le jour où vous enlevez le franc CFA, c'est fini. La France ne peut plus corrompre personne. Elle est obligée de partir. Dernier point, n'oublions pas que c'est reconnu internationalement que le franc CFA est une monnaie nazie. Et en tant que monnaie nazie, c'est une monnaie criminelle. Donc je lance un appel à tous les grands juristes africains de porter plainte contre la France au tribunal pénal international, à l'ONU, pour cette arme de destruction massive qu'elle a installée dans nos pays. Donc je vous dis, tant que nous n'allons pas saisir cette guerre par le nerf de la guerre qui est le franc CFA, nous allons tourner en rond inutilement parce que la France trouvera toujours quelqu'un à corrompre avec cette monnaie qui ne peut être utilisée que dans nos pays. Cette monnaie n'est valable qu'en nos pays. Et même si Wagner arrive demain, il faudra payer Wagner. Mais on ne paye pas Wagner en franc CFA, il faut les payer en devises. Il va falloir les chercher. Et c'est là où ça va nous poser des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, pour le Mali, M. Goïta a deux solutions. Trouver des alliés qui vont venir aider le Mali. La Russie ne va pas venir se tuer au Mali.
Il faut des forces comme le Rwanda ou le Burundi pour soutenir le monsieur Goïta et son armée. Si on compte sur tous les toutous voisins là, on ne va pas s'en sortir. Merci de m'avoir donné la parole, monsieur Kifanda. Bonsoir à vous. Merci à vous pour votre intervention standard de la télévision panafricaine. Et voilà la rédaction qui nous épingle. C'est une remarque faite à Béhanzin. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez avoir le temps, vous allez peut-être avoir une minute pour revenir là-dessus. Vous avez qualifié le président Bazoum de terroriste. On ne peut justement avoir la preuve, effectivement, qu'il est terroriste sur l'antenne d'Afrique Média. Et donc, voilà, certainement que tout à l'heure, vous allez revenir là-dessus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Guy Fondou. Bienvenue à l'antenne. Permettez-moi des ingénieurs en son et en image. Et permettez-moi aussi de saluer aussi M. Bodaké et M. Béhanzin. Ici, alors, il faut comprendre que la France et l'Union européenne ne peuvent qu'aboyer et la caravane doit passer. Nous devons vraiment comprendre qu'il est nécessaire, il est même vital de comprendre que si tout le groupe sahélien pouvait s'entendre et refaire et reproduire ce que nous avons vu en Afrique centrale, ça devrait être vraiment une très bonne image au sein de l'Afrique. Or, car si cela ne peut pas se faire, je pense que l'effet boomerang doit se rétablir. Parce que qui aurait cru qu'après la Centrafrique, ça devait être le Mali, et que même le Burkina Faso pouvait aussi se révéler comme nous avons vu. Ça va faire effet de boule de neige. Ça va prendre toutes les 14 pays de l'Afrique, du pays carré français. Et c'est ce que ça va se reproduire. Il suffit seulement que le Mali aussi puisse être dans la bonne visée, comme ils sont en train de le faire là. Et vous allez voir, ça va prendre effet boule de neige parce que les Africains sont en train de regarder cela de tout près. Et c'est ça alors qui est même en train de fâcher la France, tel que Bodaké et Béhanzin l'ont bien expliqué. C'est ça qui est en train de faire mal à la France parce que bien après que le Mali aurait réussi, tous les autres pays vont prendre la marche. Ça va faire effet boomerang. Et alors donc, je suis encore en train de féliciter aussi l'Algérie, qui, si je ne me trompe pas, est au nord du Mali et qui va secourir le Mali. Et cela, j'en suis sûr. Je suis vraiment optimiste que le Mali va gagner avec l'entrée d'Algérie sur scène et aussi avec l'arrivée de la Russie. Cela, c'est déjà Paris gagné. Nous ne craignons pas pour cela parce que je suis sûr, j'ai la conviction que ces hommes braves qui se trouvent au Mali, ils vont faire face, ils vont récupérer tous ces territoires-là. On ne pourrait pas diviser le Mali. Alors, face à cela, nous devons comprendre que l'entrée en jeu de cette très grande Algérie qui connaît ce que c'est que ces Occidentaux-là, ce capitalisme comprador-là, doit nous aider, surtout nous les panafricains, pour pouvoir récupérer notre propre liberté. Et c'est de ça nous allons nous attacher plus à l'Algérie parce qu'ils connaissent tous les méandres de cette révolution-là, parce qu'ils ont eu à pouvoir réussir leur révolution et ils s'en étaient vraiment restés libres. Et à eux, nous allons beaucoup nous attacher pour pouvoir évoluer, nous les panafricains. Ça doit être aussi ça doit rester entre nos dirigeants et nos élites. Alors, voyez-vous que nos élites, nos politiciens ne font que la politique de la France. Parce que vous voyez, depuis tout ce qui se passe là, nous n'avons pas vu soit un parti politique monter au créneau et dire et réclamer à la France de partir. Aucun. Je dis bien, aucun parti politique ne le fait. Alors, vous voyez, ils font le meilleur coup part. Ils restent tranquilles. Bientôt, là, vous allez voir, avec les campagnes électorales qui vont se passer dans différents pays, vous n'allez pas comprendre aucun parti politique parler soit du franc CFA, soit parler de ce qui est en train de se passer concernant le djihadisme. Ils ne le font pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de tout faire pour que Paris les adoube pour les installer à la tête. Là que moi j'appelle souvent les blancs à la peau noire qui résident dans différents pays africains, c'est eux, nous devons vraiment les combattre. Je dis merci à Afrique Média, le monde c'est nous. Merci également à vous pour votre intervention. On va prendre un autre derrière vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Guy Fondop. Bonsoir et bienvenue.
Merci, merci, merci. Et nous saluons votre invité, Béanzin. Nous saluons les techniciens, nous saluons tous ceux qui étaient sur Afrique Média. Guy Fondop, nous devons comprendre ce qui se passe et peut-être éveiller certaines consciences qui dorment encore. La Russie, ou bien quand les Maliens ont fait appel à la Russie, vous pensez que nous devons savoir que ils ne se sont pas réveillés pour le faire comme ça, donc ils ont un plan et ils vont exécuter le plan là. Vous voyez maintenant l'Algérie, c'est un pays vraiment clé pour le Mali. Alors, la guerre qui est engagée est dure. Nous devons le savoir. Maintenant, est-ce que le Mali va perdre? Non, le Mali va gagner. Parce que cette guerre que vous voyez au Mali, ce n'est pas seulement une guerre contre les djihadistes, non. C'est une guerre, comme nous le disons souvent dans la géopolitique, les gens débattent et les gens ont beaucoup parlé de ça. C'est une guerre stratégique. C'est pourquoi la France et pourquoi les Occidentaux ne veulent pas laisser, et même les États-Unis. Vous voyez, c'est une guerre, ils veulent combiner tout. Tout cela, c'est une injustice qu'on fait contre l'Afrique. Alors, moi, de mon point de vue, ce que moi je peux dire, je n'ai pas peur. Je sais que la guerre doit être gagnée. Ce que moi je dis, c'est pour éveiller la conscience de certains pays qui dorment comme le Bénin. Récemment, bien avant cela, les Français avaient dit aux Béninois cela que oui, qu'ils n'ont qu'à se préparer pour le terrorisme. Effectivement, récemment, ils ont attaqué au Bénin. Les Français sont là juste pour savoir que les terroristes vont intervenir, mais ils ne sont pas là pour les arrêter. C'est des manipulations comme ça qu'on fait pour dire que oui, on connaît tout. Si vous l'associez à nous, nous allons vous aider. C'est faux. Le Bénin doit savoir que cette lutte il n'est pas épargné de cette lutte-là. Donc, c'est que nous savons que le Togo est en sommeil parce que c'est gagné par la France, mais c'est une bombe. Ça se prépare parce que le Togo-Bénin, c'est le même pays. Et nous les avertissons de ne pas avoir peur, de prendre leur courage. Nous savons qu'il y a certaines élites béninoises ou bien de cette région qui ont des fonds en France et autres. Ils ont peur de se prononcer parce qu'ils veulent garantir leur fonds là. Nous leur disons que le temps qu'il fait actuellement, les choses ont changé. Ils vont perdre sur cela, sauver leur pays, ou bien ils vont quitter le pays pour rejoindre l'Occident et vivre avec leurs biens qu'ils ont gagnés là-bas. Sinon, c'est comme une tornade, ça va les enrouler. Ils seront balayés. Alors il vaut mieux prendre le courage dès maintenant pour laisser une trace positive dans l'histoire de la sous-région. Parce que, vous voyez, le Boko Haram qui est créé au Nigeria par les Américains, c'est comme ça. Ils sont en train de tourner. Appelons le chat. On ne va pas appeler un chien le chat, non. C'est les Américains qui ont créé le Boko Haram. Là-bas. Et ils sont là pour tourner autour de tout cela, parce que ça c'est d'outils pour intimider, pour détruire. Et ils viennent pour dire qu'ils vont vous sauver. C'est faux. Plus de 110 ans, ils n'ont rien fait de positif. Même pas d'industrie qui va permettre à ces pays-là de se développer. Et toujours les gens ont toujours l'intention de voir que oui, les Américains vont les aider. C'est faux. Ces Américains sont des barbares, des gourmands. Ils ne vont jamais vous aider. Vous vous trompez. Détournez-vous. Prenez votre courage. Cherchez des alliés forts tels que la Russie a aujourd'hui, mais en restant sur le qui-vive, ne soyez pas manipulés aussi. Parce qu'il y a des faux. Et là, vous allez gagner, nous allons gagner la victoire, nous allons gagner plutôt la guerre, parce que c'est déjà gagné là spirituellement. Il faut le courage. Ça... Merci à vous pour votre intervention. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, mais on ne saurait se séparer sans le mot de fin. Et je vais commencer par vous, Béanzin, et aussi parce que vous avez été interpellé tout à l'heure par rapport au président Bazoum. Oui. Alors, je vais répondre tout simplement parce que, vous savez, en droit, bon,
je vais faire plus simple. Monsieur Bazoum était dans la rébellion au nord du Mali qui prévoyait de diviser le Mali en deux. De plus, il supporte les ennemis exogènes qui pillent notre peuple seulement. Cela suffit pour le taxer de terroriste, car le pouvoir néo-féodal français est un pouvoir terroriste. Tu dis, je le dis, et j'assume mes propos. Si ce n'est pas le cas, j'invite M. Bazoum à contacter ses avocats, déposer plainte et me ramener devant les tribunaux, parce que moi, j'ai déjà accusé la France d'être en état terroriste. Si Bazoum travaille avec la France, qui finance le terrorisme en Syrie, vous savez, la France a été épinglée, les rapports sont là, le Qatar, tous ces pays, nous le savons. Donc, quelqu'un qui traîne avec des terroristes, qui tue son propre peuple, comment on peut l'appeler alors si ce n'est pas un terroriste? Vous savez, c'est du terrorisme en réunion. Et Bazoum en fait partie. En plus d'être un terroriste, c'est un négrier, d'accord, qui permet à l'État français et à ses alliés de s'encaparer des richesses de son peuple et de tuer les populations au Niger et au Sahel. Donc les faits sont là. Une plainte a été déposée à la CPI. La CPI est restée silencieuse. Nous sommes prêts à aller au tribunal si Bazoum estime qu'il n'est pas terroriste, et nous allons démontrer et prouver que Bazoum est un terroriste et complice des terroristes. Merci à vous, c'est votre position. Nous l'avons reçue dans le cadre du débat. Je vous souhaite une excellente soirée, Bianzin. Merci. Merci également à vous, Nestor, Podas. Et voilà, on se sépare pour ce soir. On se retrouve très bientôt. Merci à vous de même et à toute l'Afrique. Merci beaucoup. Et voilà, aux téléspectateurs de la télévision panafricaine, nous vous souhaitons une excellente soirée. Le journal africain est à suivre dans 7 minutes maintenant avec Junior Wafo pour la toute dernière édition de la semaine.